Bonjour, je m'appelle François Montan, je suis chercheur au CNRS où je fais de la virologie structurale. C'est une discipline qui consiste à essayer de comprendre les propriétés des organismes vivants à partir des structures dans l'espace, de l'architecture dans l'espace des molécules biologiques qui les composent. Et dans le cas qui m'intéresse moi, il s'agit en particulier de molécules de protéines de virus. Je fais partie d'un laboratoire à l'Institut Pasteur qui s'intéresse essentiellement à ces virus et à la façon dont ils pénètrent les cellules et aussi à la façon dont ils interagissent avec le système immunitaire et dont ils peuvent ou pas être arrêtés par les anticorps, par le système immunitaire ou au contraire contourner les défenses du système immunitaire. Alors une façon de comprendre peut-être ce qu'est un vaccin, c'est de revisiter l'histoire de la vaccination. Et ce que je vais vous dire vient essentiellement de quelques articles. Un qui s'appelle L'histoire de la vaccination, publié en 2006 par M. Guérin. Le second s'appelle L'histoire des principes de la vaccination de Carnouy et Launay, qui date de 2019, qui sont faciles à trouver. Et le troisième qui est un article en anglais d'un monsieur qui s'appelle Plotkin, de 2014, qui s'appelle History of Vaccination. Donc l'idée de base quand même de la vaccination, c'est que notre système immunitaire a été sélectionné au cours de l'évolution pour réagir face à une infection en produisant une réponse, ou plutôt une série de réponses de nature qui peuvent être différentes, humorales, production d'anticorps ou cellulaires, réaction des cellules du système immunitaire contre l'agent pathogène, ou réaction des cellules immunitaires contre les cellules infectées par l'agent pathogène, destinées à lutter contre cette infection. Le deuxième point intéressant, c'est que notre système immunitaire non seulement est capable donc, de réagir contre une infection, mais il est aussi capable de développer une mémoire face à cette infection, ce qui fait que dans le cas de beaucoup de maladies, lorsque vous avez été infecté une première fois par un pathogène, si vous revoyez ce pathogène, si vous êtes infecté une seconde fois, vous êtes immunisé et vous ne développez pas de seconde fois la maladie. Et donc la base de la vaccination, c'est de se servir de cette propriété. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système immunitaire a été sélectionné à l'évolution pour cette fonction précise. Donc, stimuler le système immunitaire n'est pas un acte contre nature, c'est au contraire ce que le système immunitaire est destiné à être. La deuxième chose aussi extrêmement importante, c'est que cette stimulation n'est pas un événement rarissime, quelque chose qui nous arriverait quelquefois au cours de notre vie. C'est en réalité quelque chose qui se passe en permanence et qui sert aussi bien à lutter contre les pathogènes extérieurs, et ils sont très très nombreux à nous infecter régulièrement, qu'à contrôler l'essentiel des microbes que nous comportons en nous. On a tous entendu parler du microbiote. Donc le fait que les bactéries soient à l'intérieur de nous-mêmes maintenues dans un état d'homéostasie est aussi une caractéristique du système immunitaire. Et puis le système immunitaire agit aussi vis-à-vis de nos propres cellules pour éviter la prolifération de cellules cancéreuses, par exemple. De ce fait, la stimulation du système immunitaire est non seulement pas un acte contre nature, mais ce n'est pas non plus un acte rare. C'est quelque chose de fréquent et de tout à fait normal. La vaccination va donc jouer là-dessus. Elle va conduire à essayer de stimuler le système immunitaire, de le mettre en présence d'un agent qui va mimer au mieux les caractéristiques de l'agent pathogène contre lequel on veut être prévenu, sans porter la pathogénicité en lui-même. Et l'une des premières idées qui a été mise en œuvre, même si à cette époque-là on ne disposait absolument pas de la connaissance nécessaire pour la rationaliser, c'est d'utiliser un agent pathogène, un virus ou une bactérie, qui soit dérivé du pathogène, donc qui ait des caractéristiques extrêmement voisines, mais qui ne soit plus pathogène. Et la première histoire qu'on peut raconter de ce point de vue-là, c'est l'histoire de la variole. La variole ou petite vérole, qui est une affection qu'on rencontre en Europe, mais qui est une affection très très ancienne. On suppose qu'en réalité, elle nous vient de rongeurs qui nous l'auraient transmise il y a à peu près 3500 ans. Donc la variole ou petite vérole, qui est une affection qu'on retrouve en Europe jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, était une affection extrêmement grave. Elle provoquait l'apparition de pustules sur la totalité du corps et elle provoquait de l'ordre de 10 000 décès par an en Europe, ce qui, dans une Europe infiniment moins peuplée qu'aujourd'hui, n'était pas négligeable. Et il y a un texte intéressant à lire de ce point de vue, ce sont les lettres écrites par la femme de l'ambassadeur de Turquie, la femme de l'ambassadeur anglais en Turquie, dans les années 1716-1718, qui s'appelle Lady Montagu, et elle décrit la façon dont les Turcs faisaient de la variolisation. Et elle a elle-même fait varioliser son fils. Il s'agissait donc de récupérer
soit du pus, soit des squames de peau, soit des vêtements de personnes qui avaient été atteintes par la variole, de le sécher et de scarifier ou de le faire respirer ou tout simplement de le mettre au contact d'enfants en particulier. Et on constatait que ça provoquait une protection contre la variole. Lady Montaigu est rentré en Angleterre et a été à l'origine d'une campagne de variolisation importante en Angleterre. Voltaire a milité fortement, a écrit des lettres en 1728, et Louis XVI s'est fait lui-même varioliser en 1774. Ce qui veut dire que c'est une technique qui a marché. En parallèle, des agriculteurs, et en particulier des éleveurs anglais, avaient constaté que lorsqu'ils avaient été infectés par un virus qui provenait de leur troupeau de vaches, il y avait des épidémies de vaccines, un virus qui infectait les vaches, ce virus pouvait être transmis de temps en temps aux humains, et lorsque les éleveurs avaient été infectés par la vaccine, on avait constaté qu'ils étaient protégés contre la variole. D'où l'idée d'utiliser ce virus. Alors, en réalité, celui que Jenner, qui est à l'origine de la vaccination utilisée, n'est pas un virus de vache. Il a infecté probablement une vache avec un virus de cheval. Et c'est avec ce virus de cheval qu'il a infecté dans une vache qu'il a commencé les grandes campagnes de vaccination. Et ces campagnes de vaccination ont conduit petit à petit à l'éradication d'ailleurs totale de la rougeole. De la variole, pardon. La rougeole, c'est une autre affaire. Ce qui veut dire que, à l'époque, et sans connaître la nature des germes infectieux, on avait déjà cette idée, on avait déjà constaté empiriquement qu'un germe infectieux qui nous atteint, lorsqu'il était passé dans un autre organisme, ou lorsqu'il provenait d'un autre organisme, donc un germe voisin de notre organisme, était capable d'induire une réponse vaccinante sans induire la maladie. L'une des premières personnes à s'être servie de cette observation et à essayer de l'utiliser rationnellement a été Pasteur. Donc Pasteur a cherché à provoquer l'atténuation d'agents pathogènes de façon à les rendre non pathogènes mais vaccinants. Et les premières expériences qu'il a fait, c'est à partir du choléra des poules. Donc il a passé la bactérie dans un certain nombre d'organismes et à partir de là, il a obtenu une souche qui n'était plus pathogène mais qui immunisait les poules. Il a fait la même chose avec le charbon du mouton dans une expérience qui est restée célèbre. Et finalement, donc, le vaccin contre la rage, avec l'histoire qui est connue du vaccin contre la rage. Et donc là, c'était une approche qui était de nature à dire qu'en prenant un agent et en l'obligeant à se répliquer, à se multiplier dans d'autres organismes, on pouvait le faire évoluer, le faire diverger suffisamment pour qu'il cesse d'être pathogène, tout en gardant les propriétés immunogéniques. Il y a eu ensuite, c'est une idée qui est toujours à l'œuvre et qui a simplement été améliorée, c'est-à-dire qu'on a commencé par passer dans des organismes vivants, dans d'autres animaux, et puis ensuite on a utilisé des milieux de culture, et ce qui était quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus sain parce qu'on risquait beaucoup moins de problèmes d'infection. Donc on peut parler à ce propos-là du vaccin contre la tuberculose qui vient d'une souche qui avait été découverte en 1908 mais qui a été passée ensuite sur des milieux de culture à base de pommes de terre. Et au bout d'un très très grand nombre de passages, la souche est devenue totalement stable et non pathogène, sans aucune possibilité de réversion. De nombreux tests, et là on a peut-être le début de l'idée d'un essai thérapeutique qui ont été faits entre 1921 et 1926 sur des enfants, pour montrer qu'il n'y avait aucun effet, on avait montré auparavant qu'il n'y avait aucun effet négatif, mais pour montrer que c'était effectivement protecteur, et puis ensuite le bacille a été utilisé à grande échelle. De même que contre la poliomyélite, il y a eu 2 vaccins, et le premier est un vaccin oral qui est aussi un vaccin atténué sur milieu de culture. Cette technique-là, elle est aussi utilisée aujourd'hui dans le cadre des vaccins recombinants qu'on peut fabriquer. On va utiliser des souches vaccinales dont on connaît très très bien la stabilité, et on va greffer dessus des antigènes, et on va utiliser le fait que ces souches vont être capables d'induire une très forte réponse vaccinale, tout en étant adapté au type d'hôte contre lequel on veut protéger, au type de pathogène contre lequel on veut protéger l'hôte. Une deuxième idée, c'est qu'on ne peut pas toujours, ou on ne pouvait pas toujours, on n'a pas pu toujours trouver de souches atténuées d'un pathogène donné. Donc ça a été de faire des vaccins inactivés. C'est de prendre un agent pathogène, de le tuer, ou de prendre une toxine d'agent pathogène et de l'inactiver
il y a différentes techniques, ça peut être des techniques par passage à la chaleur, ça peut être des techniques par passage en présence d'agents chimiques, et d'injecter ensuite cet agent qui a été inactivé complètement, donc il n'a plus de capacité d'infecter, qui n'est plus infectieux, qui ne peut plus infecter. Donc dans les exemples célèbres, il y a le vaccin d'inactivé contre la typhoïde, il y a un vaccin contre la toxine cholérique, et il y a le vaccin antipoliomyélique injectable, donc celui de Salk qui a été déterminé qui a été mis en place en 1957. Donc l'inconvénient, c'est qu'on ne bénéficie pas de la totalité de la réponse immunitaire. L'intérêt des vaccins atténués, c'est que l'agent étant toujours infectieux, il va d'une part pouvoir souvent se multiplier un certain nombre de fois à bas bruit, ce qui va permettre une réponse beaucoup plus importante. Et puis ensuite, il va infecter des cellules, et les cellules vont présenter des antigènes et vont de ce fait provoquer la mémorisation par une partie du système immunitaire qui est destinée à tuer les cellules infectées, et que cet effet-là, qui est une partie importante de la réponse immunitaire, ne peut pas être trouvé dans le cas des vaccins inactivés. Le dernier point, c'est que aujourd'hui, on a, grâce au génie génétique, et le génie génétique est quelque chose qui à la fois est un outil absolument fantastique et qui, d'un autre côté, est regardé avec suspicion parce que c'est associé à d'OGM et de toutes ces idées-là, mais là il n'est pas question d'aller modifier le patrimoine de l'homme, il est juste question de se servir de cet outil pour construire des objets qui vont nous permettre d'atteindre le but recherché. Et donc, ce qu'on peut faire par exemple, c'est dans le cas d'un vaccin inactivé, il est parfois difficile d'isoler la toxine ou d'isoler les antigènes de surface et de les inactiver. On peut les produire dans des systèmes de culture cellulaire et récupérer très facilement et s'en servir pour construire des vaccins. Donc là, on a juste pris des bouts de l'agent pathogène, présentés souvent à sa surface, qui sont immunogènes, mais qui en eux-mêmes n'ont aucune caractéristique de dangerosité. On peut aussi, donc c'est le cas du vaccin contre l'hépatite B qui a été construit comme ça, ou dans le cas d'un vaccin contre la toxine pertussique, donc qui a aussi été fabriqué de cette façon-là. Et puis on peut aussi utiliser, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des virus qu'on va modifier, des virus vaccins, donc des vaccins qu'on va modifier et qui vont de ce fait nous permettre de servir de présentoir à les molécules caractéristiques de la souche contre laquelle on veut lutter, et donc qui vont être obtenues par recombinaison, et qui s'apparentent de ce fait au vaccin atténué. Alors pour parler du coronavirus, je ne sais pas exactement combien, mais je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui plus d'une centaine de candidats vaccins qui ont été déclarés, et on ne sait pas combien vont arriver en phase clinique. Ce qu'on peut probablement en dire, c'est qu'on ne sait pas non plus quelle technologie va être utilisée toutes les technologies possibles et imaginables vont probablement être testées, et on ne sait pas quelles sont les technologies qui, au bout du compte, donneront les meilleurs résultats. Sachant que, en gros, ça tombera soit dans la classe des vaccins atténués, ou soit dans la classe des vaccins inactivés ou des fragments de vaccins servant d'antigènes pour protéger. Et de ce fait, ce n'est pas forcément le point le plus important. Le point important aussi, c'est de voir qu'un vaccin, comme un médicament, on doit s'assurer qu'il est sans danger et efficace, ce qui correspond d'ailleurs à deux étapes différentes du processus. Le sans danger, c'est les phases 1 et 2 des essais cliniques, dans lesquels on va tester sur un petit nombre de patients, en général, pas en général, des volontaires, adultes, et on va vérifier que le vaccin provoque une réaction du système immunitaire, permet d'avoir du sérum inactivant, donc une réaction qui a un effet et qui va protéger contre la maladie dans des tests in vitro. Et on vérifie aussi que le vaccin ne provoque pas de danger pour les personnes auxquelles on l'injecte. Et ça permet en général d'ajuster de façon assez précise le protocole ensuite qui sera utilisé. Et après, ce qui est très important, c'est la partie dite de phase 3, dans laquelle on va tester le vaccin grandeur nature sur un nombre beaucoup plus important de personnes, et qui seront les personnes que l'on cherche à cibler. Donc en général, pour des vaccins
classique des enfants. Ici, ça sera probablement plutôt des personnes, des adultes et des personnes âgées, mais j'en ai aucune idée en vrai. Et avec un suivi très très régulier pour vérifier d'une part que le vaccin est protecteur. On fait un groupe témoin et un groupe vacciné, et on vérifie que effectivement dans le groupe vacciné il y a moins d'infections que dans le groupe témoin. Et pour vérifier aussi sur un temps plus long qu'il n'y a aucun effet secondaire, qu'il n'y a pas de danger. Donc c'est dans ce cadre-là, c'est ça qui assure, c'est ce processus parfaitement défini et réglementé, et le fait de le suivre rigoureusement, qui assure à la fois la sécurité et l'efficacité du vaccin. La façon dont ça sera fait ou c'est fait dans une période d'urgence, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous en parler de façon précise. Il est évident qu'on dispose de moyens pour à la fois assurer le fait que ça va être fait rigoureusement et le fait que ça va être fait rapidement. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les vaccins et le vaccin du coronavirus.